Yo les dingos, ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler de One Punch Man sur la chaîne, et quel meilleur moyen de commencer qu'en vous expliquant ce qui m'a fait adorer ce manga au point de l'installer dans mon top 5 sans forcer. L'objectif ici, ce sera d'analyser ce qui rend One Punch Man si unique, histoire d'inciter ceux qui hésitent encore à foncer le lire, mais aussi pourquoi pas de verbaliser certains éléments qui rendent le manga si spécial pour ceux qui suivent déjà les chapitres, achètent les tomes ou qui, comme moi, ont tabassé les scans en 3 nuits blanches d'affilée. Du coup, pas de panique, il n'y aura aucun spoiler majeur dans la vidéo, donc les anime only ou même les non-initiés restez, le but c'est justement de vous donner envie. Je précise bien sûr que je parlerai uniquement du manga de Murata et non du webcomic de One, pour la simple et bonne raison que les deux sont extrêmement différents, et de toute façon j'ai même pas lu le webcomic. Bon, avant de nous plonger dans l'analyse, je vais faire un rapide rappel du synopsis de One Punch Man, histoire qu'on parte tous bien avec les mêmes bases. Dans un monde où des monstres apparaissent de plus en plus depuis 20 ans dans les différentes villes du supercontinent pour les ravager, on suit Saitama, un chômeur ayant décidé de devenir un super-héros après avoir sauvé un gamin à la tête de cul. Après un entraînement de 3 ans à base de 100 squats, 100 pompes, 100 abdos et 10 km de course par jour, Saitama subit 2 gros changements. Le premier, il a perdu ses cheveux, et le deuxième, il est devenu tellement fort qu'il one-shot tous ses adversaires en un seul coup de poing. Depuis, Saitama s'ennuie, et il essaye de passer le temps en étant un héros amateur que personne ne connaît ni ne calcule. Mais un jour, il rencontre Genos, un jeune cyborg en quête de vengeance, qui sera l'un des rares à reconnaître la force démentielle de Saitama. Choqué par son niveau stratosphérique, Genos suppliera Saitama de devenir son élève, et tous les deux finiront par s'inscrire dans l'association des héros, un groupe de héros professionnels dont la mission est de défendre la Terre des attaques de monstres qui se multiplient. Voilà pour le résumé. Maintenant, le premier truc qui paraît important à préciser, c'est ce que j'entends vraiment quand je dis que ce manga est unique. En fait, quand on reste en surface, One Punch Man n'est pas forcément un ovni. Surtout au début, on est plutôt sur un manga parodique aux héros cheatés comme il y en a des dizaines. On pense par exemple à Dr. Slump ou à Saiki Kusuo pour ne citer que. Mais là où One Punch Man se démarque, c'est dans sa capacité à maintenir un ton satirique et parodique, tout en nous proposant une trame narrative sérieuse aux proportions cosmiques et en abordant des thèmes propres au genre qu'il parodie avec le plus grand respect. Plus concrètement, One Punch Man est une satire du shonen de baston type Neketsu classique, mais qui en maîtrise parfaitement les codes et en respecte certains à la lettre, ce qui rend l'expérience de lecture super satisfaisante pour les fans du genre, avec une dimension méta qui la rend d'autant plus divertissante qu'elle possède plusieurs niveaux de lecture. Laissez-moi illustrer ça par un exemple. Je vous parlais de comment Saitama est devenu surcheaté en 3 ans en suivant un entraînement plutôt banal, et on pourrait se contenter de voir ça comme une parodie d'arc d'entraînement dans les Neketsu, et clairement, c'en est une, mais ça sert aussi l'intrigue. Déjà parce que la force du personnage et la façon dont il l'a obtenue constituent dès le début un mystère pour le lecteur, ce qui contribue à le tenir en haleine, mais aussi parce qu'elles sont en total décalage avec le reste du casting et de l'univers établi. Et si ce dernier point c'est évidemment une mécanique comique pour parodier les héros de battle manga, ça constitue aussi un élément narratif super important dans le récit. Bon, je vais pas plus développer pour rien vous spoiler, et on reviendra un peu sur le personnage de Saitama dans une seconde de toute façon. Mais bref, des exemples comme ça, il y en a plusieurs dans le manga, et c'est ce dont je parlais quand je disais qu'il y avait plusieurs niveaux de lecture, ce qui apporte par définition de la profondeur au récit. Le manga est donc très conscient des clichés inhérents à son genre, et il en joue magnifiquement. Je le disais, la façon dont One traite son personnage principal en est la preuve. Saitama, il est ouvertement parodique, mais il évolue dans un univers sérieux avec de vrais enjeux qui n'ont généralement aucun effet sur lui, parce qu'il est beaucoup trop cheaté justement. D'ailleurs, beaucoup défendent que Saitama est plus un personnage gag qu'un personnage parodique pour cette raison. C'est un sujet qui fait débat et on en reparlera peut-être un jour, mais ce qui est indéniable, c'est que Saitama possède effectivement certaines caractéristiques qui pourraient le catégoriser comme un personnage gag. Et pour info, la différence entre un personnage parodique et un personnage gag, c'est que le premier se contente de caricaturer et de déconstruire un modèle narratif, comme le héros de shonen ici, là où le second provoquera systématiquement des situations humoristiques via des comportements et réactions absurdes, irrationnelles et démesurées. Donc en plus d'être deux concepts pas du tout incompatibles, faut avouer qu'on les retrouve tous les deux chez Saitama. L'auteur du webcomic et scénariste du manga One et son dessinateur Yusuke Murata ont d'ailleurs confirmé dans différentes interviews que Saitama était bel et bien un personnage gag. Et c'est un sujet qui fait débat parce que, même si Saitama en possède certaines qualités, il partage aussi pas mal de traits caractéristiques avec les héros de shonen classiques. Il noue des relations avec les autres personnages, relations qui évoluent à mesure que le récit avance. Il a une aspiration, celle de sortir de l'ennui profond dans lequel il est plongé depuis qu'il est devenu trop puissant, et il ressent même de l'empathie, pour ses amis bien sûr, mais aussi et surtout pour ses ennemis, comme tout héros de shonen classique finalement.
Et comme j'ai dit, tout ça n'est pas incompatible. En réalité, malgré un arc narratif plutôt plat, Saitama a quand même une marge d'évolution dans une certaine mesure. À ce stade, l'arc narratif de Saitama, c'est pas de devenir le plus fort ni d'être reconnu ou accepté par tous, c'est plutôt d'accepter justement qu'il a fini le jeu, accepter ce qui pour nous est un gag, à savoir qu'il est le One Punch Man. C'est pour ça que Saitama est littéralement un dépressif isolé. Cette sensation d'ennui et de solitude, c'est un sujet littéralement jamais abordé dans les mangas de ce genre. Comme beaucoup d'entre nous, Saitama traverse une crise existentielle. Et même si lui, il one-shot des dieux tous les lundis matins, ça nous permet quand même de nous identifier à lui, entre guillemets. En un sens, c'est un peu un anti-Luffy ou un anti-Goku, parce que ces deux-là ont eux aussi un arc narratif plutôt plat, mais eux c'est leur vision qui n'évolue pas, et qui influence le reste du casting. Leur évolution physique et leurs différents power-ups servent justement à faire valoir leurs principes face à l'adversité, à imposer leur morale sur celle de leurs ennemis, et ainsi prouver qu'ils sont les vrais héros. Saitama, lui, c'est le contraire. La puissance, il l'a déjà, et c'est grâce à elle qu'il attire les gens, et qu'il enseigne malgré lui à ses ennemis que si puissance démesurée rime souvent avec déshumanisation, elle n'est pas incompatible avec des valeurs morales. Saitama a déjà atteint le pouvoir ultime, et c'est un gentil, donc sa morale n'a pas spécialement besoin d'évoluer. La seule marge d'évolution qui lui reste, c'est d'accepter ce qu'il est, le plus grand des héros. Chaque personnage qui le connaît vraiment, allié comme ennemi, le savent déjà, il n'a plus rien à prouver aux autres, contrairement à ses homologues. Le voyage de Saitama est plutôt intérieur. C'est une idée soutenue par One lui-même, qui a expliqué en interview que One Punch Man, c'était l'histoire d'un héros de shonen mais raconté à l'envers. En gros, on commence à suivre le perso après que celui-ci ait terminé son développement. C'est d'ailleurs ce qu'on constate dans pas mal de chapitres bonus, qui racontent des petites histoires parallèles à la trame principale, et qui donnent souvent plein d'éléments de lore et de background, notamment sur Saitama, et il y a clairement des trucs à raconter. Le perso a vraiment fait du chemin entre le book qu'on voit dans le chapitre 2 avant ses 3 ans d'entraînement et celui qu'on suit dans le présent du récit. Une analogie que les gens aiment bien, c'est celle qui dit que l'histoire de Saitama, c'est celle d'un joueur qui recommence le mode histoire après avoir déjà atteint le niveau max. Mais là où s'arrête l'analogie, c'est justement que Saitama ne recommence pas ce mode histoire, il subit juste d'avoir à le faire en étant déjà au niveau max. Du coup, la question de savoir si Saitama est un personnage gag est plutôt sémantique. Ce que One et Murata ont voulu dire, c'est qu'il est avant tout un personnage parodique, mais qui évolue dans un monde sérieux où les personnages sont tout aussi surpris que nous du décalage entre eux et lui. Contrairement à un personnage purement gag, sa puissance est justifiée diégétiquement et extra-diégétiquement, et elle constitue un élément narratif important dans l'intrigue. Il tient donc une place hyper spéciale et décalée dans un récit aux vrais enjeux, et c'est plutôt ça le vrai gag finalement. Ça rend le personnage et son concept super originaux, en plus d'apporter un vrai vent de fraîcheur au genre Neketsu, en renversant complètement le paradigme. Autre avantage d'avoir un protagoniste inversé totalement broken, c'est que ça laisse plus de place au développement des personnages secondaires. Comme le héros sert toujours de Deus Ex Machina, One doit trouver le moyen de le mettre en retrait, ce qui en plus de provoquer des situations comiques, permet aux autres personnages de briller. Et de ce point de vue-là, One Punch Man est vraiment god tier. Le développement de personnages comme Bang et Garou, Flashy Flash et Sonic, Tatsumaki et Blast pour ne citer que, n'a rien à envier aux meilleurs arcs narratifs des personnages secondaires du genre. Autre truc que j'adore dans One Punch Man et qui va là encore à contre-courant du genre, c'est son système de pouvoir. Pour rappel, dans un shonen Neketsu, le système de pouvoir ou power system, c'est l'ensemble des règles, des techniques et des énergies qui définissent comment les personnages se battent et évoluent. C'est bien plus qu'un simple outil narratif, c'est un reflet des thèmes du manga, un miroir des valeurs qu'il véhicule, comme la persévérance, le dépassement de soi ou la quête de sens. Un bon système de pouvoir doit être cohérent, mais aussi captiver, surprendre et surtout faire kiffer les lecteurs en fait. Et ce qui est génial avec One Punch Man, c'est qu'il n'y a pas de système de pouvoir à proprement parler. Enfin, plus le récit avance, plus les mécaniques de l'univers se révèlent, c'est le principe, hein. Mais en vrai, les personnages sont cheatés pour des raisons complètement différentes. Parfois parce qu'ils ont tryhard un art martial, parfois parce qu'ils sont le fruit d'expériences scientifiques, ou encore parce qu'ils ont une mentalité qui impacte leur physique, etc. Typiquement dans One Punch Man, un personnage cybernétique à la Ultron pourra donner un combat de 10 jours sur Punk Hazard à un maître absolu des arts martiaux à la Netero. Dites-vous qu'il y a même des mecs qui maîtrisent le ninjutsu ou le genjutsu issu d'un village caché ninja, ou des meufs qui ont des pouvoirs psychiques à la Mob Psycho, pas étonnant venant de One, vous me direz. Ça peut paraître complètement what the fuck et incohérent, mais dans le contexte de One Punch Man, ça marche de ouf et ça colle parfaitement au ton de la série. En plus, ça sert clairement à développer le lore. On a l'impression qu'il y a plein de power systems différents en fait, et que chaque nouveau personnage pourra nous introduire un nouveau concept, ce qui est carrément jouissif. Bref, j'avoue que pour un mec comme moi qui kiffe trop poncer les mécaniques des power systems dans les mangas, c'est vraiment une mine d'or. Et en vrai, le fonctionnement des pouvoirs dans One Punch Man, il se rapproche pas mal de celui des comics, souvent plus fluide et axé sur les particularités individuelles des personnages, ce qui est clairement un point fort je trouve, et ça rejoint ce que je disais plus tôt sur la qualité des personnages secondaires dans le récit. Autre facteur cette fois extra-diégétique qui rend One Punch Man aussi unique, c'est son mode de diffusion.
A l'origine, One Punch Man c'est un webcomic publié par son auteur One sur son propre site internet depuis 2009. Mais en 2012, le mangaka surdoué Yusuke Murata, qui nous avait déjà cook des œuvres comme Aishil 21, il décide de collaborer avec One pour faire de son webcomic un vrai manga. Cette collaboration, en plus de nous gratifier de planches à couper le souffle comme Murata Sensei en a le secret, vraiment il n'y a pas grand monde qui s'assoit à la table du mec niveau dessin, c'est une dinguerie, et elle a aussi permis d'accoucher d'une œuvre qui a tout d'un manga du côté artistique, mais qui se rapproche quand même plus du webcomic dans sa diffusion. Parce que depuis son lancement, One Punch Man version manga est principalement publié sur la plateforme en ligne de la Shueisha, Tonari no Young Jump. Donc contrairement à d'autres mangas, One Punch Man ne suit pas une publication strictement hebdomadaire, mensuelle ou bimensuelle. Les chapitres sont publiés de façon irrégulière en fonction de l'avancement du travail de Murata. En revanche, bien sûr, les chapitres sont quand même reliés en tomes pour ensuite être commercialisés pour un public plus large. Et dans un contexte où les mangakas prépubliés dans les magazines traditionnels sont sursollicités et mettent carrément leur santé en danger, ce modèle-là, il pourrait devenir une vraie alternative viable et plus adaptée à l'ère du numérique. Bon, bien sûr pour ça, faudrait pouvoir éduquer les lecteurs à pas chialer quand leur manga préféré est en pause ou ne sort pas toutes les semaines, je vise personne. En tout cas, pour toutes ces raisons, je pense que vous devriez absolument lire One Punch Man. L'adaptation animée est d'ailleurs une bonne porte d'entrée parce que la saison 1 de 2015, c'est vraiment de la frappe atomique, même avec les standards d'aujourd'hui. Honnêtement, le combat Saitama Boros, c'est juste un bonbon, c'est facile top 3 de mes combats préférés en animé, et pas 3ème. Pareil, j'en parlais plus tôt, mais les gars, les planches de Murata, mama, le poulet que c'est, vous êtes vraiment pas prêts. Tout ça cumulé au storytelling complètement décalé mais maîtrisé de One dont je parlais plus tôt, et ça nous donne juste un des meilleurs shonen modernes, et je pèse mes mots. Je sais que beaucoup pensent que le dessin de Murata est la puissance de Saitama carry le manga, mais je soupçonne les gens qui disent ça de pas être à jour, auquel cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà les potos, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé ce format un peu nouveau sur la chaîne. Si c'est le cas, moi je serais bouillant de vous en faire sur d'autres œuvres que je kiffe. J'ai pas mal d'idées en tête. Je le rappelle, mais la cagnotte Tipeee est ouverte, donc si vous voulez soutenir le projet de développement de la chaîne, c'est vraiment le meilleur moyen. D'ailleurs, merci à tous ceux qui participent déjà, Henri, Gintoki, Desgor, Sally, Larsin et Borugot, vous êtes vraiment les boss. Sur ce les potes, pensez bien au petit like, à l'abonnement, tout ça vous connaissez les bails, et moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.